parler de la prise en charge des troubles oculaires donc chez la personne atteinte du LIS. Alors moi je suis en fait ophtalmo, je fais de la neuro-ophtalmo, c'est-à-dire que je m'intéresse aux gens qui ont des maladies, j'allais dire visuelles au sens large du terme, en rapport avec des affections neurologiques. Je travaille en fait à la Fondation Rothschild et aussi un peu au 15-20 où je m'occupe plus particulièrement de gens qui ont des maladies rares en fait de la vision. Et donc la question qui m'avait été posée, en fait, c'était une question assez simple, c'est-à-dire finalement comment faire sur le plan pratico-pratique pour être correctement appareillé, parce que c'est un vrai problème. Et puis comment on fait quand les gens n'arrivent pas à contrôler l'eye tracker. Est-ce que la rééducation justement peut aider? Bon, on a eu finalement, on est parti un peu dans... on a fait un peu la jonction entre les deux. Je voulais juste en fait rappeler ce qui est touché en fait dans le LIS, parce que ça me paraît important. Donc en fait, on est dans une atteinte la plupart du temps vasculaire et on est dans une atteinte du tronc cérébral, de ce qu'on appelle le pont ou la protubérance, qui est cette zone située ici. Et la plupart du temps, c'est vrai que c'est un problème vasculaire lié à une occlusion d'un vaisseau qu'on appelle le tronc basilaire qui est ici, mais il y a d'autres causes. C'est pas la problématique ici. Et il se trouve que en fait, dans ce tronc basilaire, dans ce pont, en fait, on a beaucoup de nerfs crâniens et on a en particulier le nerf 6, qui est le nerf qui commande en fait l'horizontalité. En fait, on a les deux 6 qui sont en fait qui sortent, qu'on voit bien. Pardon, excusez-moi. Je repars en autre sens, qu'on voit bien ici et qui sortent ici et qui sont en plus reliés entre eux, ce qui fait que quand on a une atteinte de ces deux nerfs 6, plus des voies qui les associent, et ben on n'a plus du tout de regard horizontal. En fait, la seule chose qui est préservée dans cette histoire, c'est la convergence oculaire, parce que la convergence oculaire, elle est commandée en fait beaucoup plus haut, ici, et elle est préservée. Et l'autre chose qui peut en fait, qui va avoir un impact sur la vision, c'est en fait l'émergence du nerf facial, parce que quand on a une paralysie faciale, on va avoir un problème de fermeture oculaire, on va avoir un problème de clignement, et donc là, on est vraiment dans ce qui va gêner la communication en fait au niveau la communication oculaire. Et donc, c'est un petit peu pris dans l'autre sens. Je l'ai mis là. Là, vous avez en fait ce qui se passe classiquement dans un LIS. Vous avez l'atteinte ici des voies motrices, donc qui est responsable finalement de la paralysie, de la tétraplégie. Et puis, vous avez l'émergence ici, en fait, du 6 et du 7, qui va vous donner, en fait, qui va vous donner cette paralysie du regard horizontal, alors que le regard vertical, lui, est classiquement... je dis bien classiquement préservé. Et puis en violet, là, ce qu'il y avait, c'était en fait les voies qui unissent entre les deux nerfs 6. Et alors le problème, effectivement, c'est que tout dépend un petit peu de l'importance de l'atteinte. Et on peut très bien le comprendre ici, c'est que quand vous avez un LIS classique, je dirais, et ben vous avez ce regard vertical qui est ici, qui est préservé, mais si vous avez quelque chose de plus étendu, et plus vous avez quelque chose d'étendu, plus vous allez avoir des difficultés aussi dans votre regard vertical. Donc ça, c'est l'organisation finalement de la voie horizontale qui est touchée dans le LIS et qui est située dans la protubérance, ici, donc les deux 6, et puis ici, ce qu'on appelle la FRPP, qui est une voie de commande des saccades, qui est juste en avant, donc qui va être touchée. Et puis, effectivement, si ça monte plus haut, eh bien, on va avoir une atteinte des voies de la verticalité, qui, dans ce cas-là, effectivement, va vraiment être un élément supplémentaire, j'allais dire, de gêne visuelle. Et donc là, j'ai remis en fait un petit schéma, parce que je pense que c'est important pour comprendre un peu ce qui peut se passer en fonction du niveau de l'atteinte, si c'est plus ou moins haut. Eh bien, vous avez ici, en fait, les deux nerfs 6 qui sont reliés entre eux, en fait. Et en fait, toute la circuiterie oculaire, en fait, on bouge les yeux, ça a été très bien expliqué tout à l'heure, mais toute la circuiterie oculaire, finalement, les yeux sont reliés entre eux, on dit qu'ils sont attelés. C'est-à-dire qu'un mouvement de l'un correspond à un mouvement conjugué de l'autre, sauf quand on converge pour aller regarder de près. Et cette voie de la convergence, en fait, elle est haute. Donc, dans le LIS classique, elle est complètement préservée. Le problème, c'est que ces mouvements oculomoteurs, ils sont aussi
en fait, le calibrage en fait est aussi sous la dépendance de voies qui sont médiées par d'autres éléments comme le cervelet par exemple ou les voies vestibulaires, et que quand on a un accident vasculaire du tronc, si on a en plus des atteintes un petit peu au niveau cérébelleux, on peut avoir en plus des nystagmus, et quand on a des atteintes du tronc, on peut en plus avoir des nystagmus, donc une instabilité du regard qui va se greffer en fait aux différents tableaux cliniques de paralysie. Donc dans l'IS classique, effectivement, persistance de l'ouverture des mouvements verticaux des yeux, préservation des fonctions corticales supérieures, tétraplégie, et les mouvements verticaux des yeux et les clignements de paupières sont les modes de communication. Mais effectivement, on peut avoir des listes plus étendues où là, on va être, j'allais dire, encore plus ennuyé. C'était mes questions tout à l'heure, justement, aux fabricants. Alors, j'ai retrouvé, en fait, une étude qui est ancienne, qui était faite par Georges Schall, qui est ophtalmologiste et qui a beaucoup travaillé, qui avait une consultation qui était dédiée en fait au LIS. Et vous voyez en fait que c'était une étude qui est ancienne, mais sur 52 personnes qui avaient un LIS, eh bien en fait il y en a un petit tiers qui finalement avait un LIS incomplet et qui disait j'avais surtout un problème moteur, mais j'avais pas de problème visuel. Et puis quand on regarde là sur 36 personnes qui avaient un LIS, qu'est-ce qu'ils avaient comme difficulté ? Eh bien, on voit, alors c'est pas précisé exactement pourquoi, mais qu'il y a une baisse de l'acuité visuelle de près dans un quart des cas, dont on peut peut-être se dire que soit il y a un problème en fait de correction, tout simplement, soit il y a un problème de rétine, c'est pas non plus exclu. Le champ visuel réduit, donc près de la moitié des cas. La vision double, donc ça veut dire que finalement cette paralysie, elle va entraîner soit une déviation horizontale, soit une déviation verticale. Et ça, c'est quand même la moitié des cas. Et donc, dans ces cas-là, la question qui va se poser, c'est est-ce que j'utilise un œil sur mon eye tracker ou est-ce que j'essaye de prismer et que j'utilise les deux yeux ? On va en rediscuter. La baisse de visuel de loin, donc voilà. Et puis le nystagmus, et ça, c'est un véritable problème. J'en discutais tout à l'heure avec un des fabricants en disant, pour qu'on puisse pointer, il faut qu'on ait un temps de fovéation, il faut qu'on ait un temps de fixation minimal. Et c'est vrai que si on a un gros nystagmus, on va se retrouver là dans une problématique où il va falloir aller voir le neurologue. Et encore, il n'y en a pas beaucoup qui sont formés à ça, parce que ce sont des drogues, les drogues qu'on utilise, entre autres le gabapentin, etc., qui sont des drogues de prescription neurologique, mais ce sont aussi des drogues qui souvent baissent le niveau de vigilance et que quelquefois les gens arrêtent parce qu'en fait, ils ont d'autres inconvénients en fait, liés à ces drogues. Alors, la question qui m'était posée, c'est oui, mais finalement, les services ne sont pas équipés. Qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Quels sont les obstacles ? Alors, on a quand même fait énormément de progrès. Et je pense que dans tout service d'ophtalmologie un peu grand, on va dire, il doit y avoir ce type de matériel. Alors, pour mesurer la réfraction, on a des réfracteurs automatiques. Mais là encore, le gros ennemi de tous ces appareils-là, c'est le nystagmus. Parce que ces réfracteurs qui sont faits pour les enfants, ils sont assez tolérants finalement. Parce qu'on a beau dire à un petit garçon ou à une petite fille, fais la statue, et une statue, ça ne bouge pas, y compris pas les yeux, ils ont du mal. Donc ces réfracteurs-là, ils nous aident vraiment pour, voyez, même sur des patients couchés, donc on peut tout à fait les utiliser. Donc ça permet finalement de faire une prescription. Alors quelquefois c'est la prescription, ce que j'appelle moi la prescription ticket, c'est pas très élégant, mais au moins ça a le mérite d'exister, ça dépiste les gros problèmes, donc d'acuité visuelle de loin, de près, et après on peut tester. Alors effectivement, quand il n'y a pas de communication orale, c'est compliqué, mais on peut, de toute façon, on a intérêt à mettre dans ces cas-là ce qu'on appelle la correction optique totale, c'est-à-dire à suivre ce que le ticket nous a dit. Le champ visuel, c'est plus difficile de tester un champ visuel, mais on peut en fait le faire au doigt. Il faut quand même un minimum de communication pour que les gens en fait clignent par exemple des yeux quand ils voient la main arriver. Donc ça, c'est assez... On doit pouvoir obtenir ça pour dépister des grosses hémianopsies. Théoriquement, il n'y a pas de trouble du champ visuel systématisé parce que normalement, le cerveau cortical n'est pas postérieur, n'est pas touché, sauf s'il y a d'autres accidents vasculaires. Et puis après, quels sont les obstacles ? Le clignement, la fermeture palpébrale, c'est le 7. Donc en fait, quand on a une paralysie faciale, on va avoir, vous voyez, cette absence de fermeture palpébrale, ces difficultés de clignement. Et donc, il va falloir se méfier comme les gens ne ferment pas les yeux, on peut avoir des ulcérations de cornée. Donc ça, il va falloir le vérifier extrêmement régulièrement.
Je pense que dans les services de rééducation et dans les services hospitaliers, ils ont vraiment l'habitude de ça. Mais on va en reparler, parce que si vous avez des ulcérations chroniques, vous allez avoir des cornées qui vont devenir opaques, et du coup, vous allez baisser votre acuité visuelle, et du coup, vous allez avoir du mal, en fait, à avoir une bonne vision, donc une bonne fixation, etc. Donc ça, c'est un des obstacles majeurs. Alors, on en a parlé beaucoup. L'oculomotricité, est-ce que les gens voient double? Est-ce que les gens ont des mouvements, un environnement qui bouge? Quand les gens voient double et que l'on a juste une histoire horizontale, la plupart du temps, on peut les prismer. Et donc, on pourra, sur des paralysies incomplètes, se permettre d'utiliser les deux yeux. Mais d'expérience, après, on peut en discuter. Moi, j'ai quand même l'impression, quand les gens voient double, les gens que je vois, et j'en vois pas mal, qui sont plus à l'aise sur un œil qu'avec, en fait, les deux yeux. Et puis, tout d'un coup, on voit double, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, dans ces cas-là, je pense que quand c'est trop compliqué, il faut mieux utiliser un œil et bien, en travaillant la fixation, que d'être sur les deux yeux avec de temps en temps une vision double. Ce d'autant que vous pouvez avoir des limitations verticales. Et quand vous avez des atteintes en fait, verticales, vous avez souvent des images tordues, et donc, ce qui vont gêner encore plus les gens. Donc ça, c'est quelque chose de... Voilà. C'est vrai que quand il y a un nystagmus et des myoclonies, là, il y a un traitement qui est le gabapentin. Donc, effectivement, quand on a un nystagmus et qu'il est tellement gênant qu'on n'arrive pas à, avoir une fixation, on a vraiment intérêt à demander à un neurologue s'il veut bien essayer un traitement médicamenteux. Après, il faut regarder le fond d'œil. Pour regarder le fond d'œil, on a maintenant quand même vraiment... Alors, j'ai aucune pub, j'aurais pu mettre toutes les marques, mais c'est vrai que maintenant, en fait, ils font des rétinographes tout petits. Ça s'est monté sur un smartphone qui permettent de regarder le fond d'œil. Et en tout cas, ça permet de voir les gros problèmes. Ça ne va pas effectivement aller... c'est pas fin, mais ça va être voir les gros problèmes. Et puis l'autre chose, j'ai parlé tout à l'heure des paralysies faciales. Donc ça veut dire mettre des gouttes, ça veut dire mettre de la pommade, la nuit en particulier. Donc, parce que c'est vrai qu'une pommade, s'il faut communiquer avec un eye tracker, on va être gêné. Mais je pense qu'il y a intérêt à avoir un petit éclairage bleu, en fait tout simple, des petits stylos bleus, mettre un peu de fluorescéine et regarder en fait quel est l'état de la cornée. Enfin, pour regarder les yeux, on a maintenant des lampes à fond portables qu'on a dans les services qui permettent effectivement d'examiner sans avoir besoin de mettre à la table tournante, parce que les tables tournantes ou les tables pivotantes, même les tables pour personnes en situation de handicap, souvent elles ne se surbaissent pas et du coup c'est extrêmement difficile d'examiner les gens. Donc le rôle de l'ophtalmologiste, il est indissociable de celui de l'orthoptiste, de l'ergothérapeute. Enfin, il faut que tout le monde travaille ensemble. C'est des patients qui ont vraiment besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire. C'est effectivement de prescrire une correction optique adaptée. Il faut loin et près. Les progressifs, c'est juste no way. S'il y a une vision double ou en prisme, mais moi j'avoue que sur des personnes qui sont vraiment handicapées, je serais plutôt pour mettre sur un œil et favoriser la fixation de cet œil et travailler la fixation de cet œil. Ne pas oublier que les personnes sont souvent gênées par la lumière, qu'il ne faut pas hésiter à mettre des filtres teintés qui peuvent être, quand on peut en fait mettre des clips, ou faire mettre des clips par des aidants, c'est vrai qu'on peut adapter le filtre à l'environnement extérieur ou intérieur. Et donc, voilà. Et puis, un élément très important, c'est de surveiller l'œil, surveiller la cornée. Donc, il suffit d'avoir les petites loupiottes qui sont vendues dans le commerce où on peut avoir une petite lumière bleue. On met une goutte de fluo et à l'œil nu, on voit tout à fait ce qui se passe. Et donc, on va prescrire des mouillants. Il faut fermer les yeux la nuit de façon, ou au moins de façon, si on a une paralysie faciale, de façon à ne pas avoir de problème de cornée. Et il faut arriver à obtenir une vision simple. Alors, la rééducation orthoptique, quand il y a une paralysie, vous pouvez rééduquer tout ce que vous voulez, la paralysie, elle va rester. Si elle doit rester, elle va rester. Donc vraiment, la rééducation orthoptique, c'est fait pour la fixation. Et s'il y a une toute petite déviation avec un prisme, là, c'est vrai que ça peut aider. Et dans certains nystagmus, il faut essayer des traitements médicamenteux en complémentarité avec un neurologue. Donc, les obstacles qu'on m'avait demandé, c'est l'organisation, le matériel portable ou la table adaptée, les locaux adaptés. Je pense vraiment qu'on a quand même fait des progrès, même s'il y a du boulot. On a quand même fait des progrès. Moi, je sais qu'à la Fondation, j'ai rediscuté avec les orthoptistes avant de venir, en fait, et qui m'ont dit, bien sûr, on peut tout à fait voir des patients en situation de handicap et avec
on a une consultation handicap, on a du matériel portable. Et puis les obstacles, c'est effectivement le ptosis ou l'impossibilité de clignement qui va poser problème. Les atteintes cornéennes sévères, encore une fois, il faut vraiment faire attention. Et puis les nystagmus. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Dr Vignal. Vous avez pu condenser en un peu moins de temps que le temps imparti, donc ça laisse quelques minutes aux questions. Donc, il y avait une question qui était posée sur le chat et je pense que vous avez donné la réponse. Quand il y a des nystagmus, c'est-à-dire des battements saccadés des yeux, incontrôlés, c'est effectivement à ce moment-là difficile de contrôler une tablette. C'était question posée. C'est un des obstacles, à mon avis. Majeur. C'est un des gros obstacles. Oui. Et la gabapentin, donc il peut y avoir un traitement qui diminue un peu les... Oui. Ouais, il y a des traitements médicamenteux. Le plus utilisé, c'est le gabapentin, qui sont des traitements neurologiques, en fait. Donc, là, c'est vraiment le neurologue qui peut essayer avec la personne, voir ce qu'elle supporte et si on arrive à avoir un temps de fovéation acceptable. Pour la diplopie, il y en a qui font des injections de toxines, pas pour le nystagmus. Ça ne marche pas. D'accord. Ça marche pas. Ouais. Puis la toxine, ça a un effet transitoire. Puis une fois que vous allez avoir une toxine, vous êtes bloqué. Vous n'avez plus de mouvement. Oui, c'est le principe. C'est le principe. C'est le principe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre beaucoup pour laisser un minimum de contrôle. Mais bon, je crois que la gabapentin est plus facile d'accès pour ce qui est du nystagmus. D'autres questions ? Oui, là-bas. Non, attendez, je vous donne le micro. Oui, je me demandais si le ptosis, c'est possible de le rééduquer ou pas du tout. Alors, en fait, le problème, c'est qu'une paralysie qui n'a pas récupéré, j'allais dire, dans les 6-8 mois après son arrivée, elle ne récupérera pas. Et donc, rééduquer, vous ne pouvez pas rééduquer un ptosis. Les gens, en fait, si les gens n'ont pas de paralysie faciale, ils vont pouvoir compenser avec leur frontal et donc arriver à dégager leur axe visuel. Après, on peut effectivement, en fonction de l'amplitude d'action du releveur, on peut faire une petite chirurgie. Et entre autres, s'il y a un frontal, on peut suspendre au frontal. S'il n'y a pas de frontal, le problème, c'est que si vous raccourcissez la paupière, ça ne fermera plus la nuit. Et au niveau de la compensation, au niveau des lunettes, j'ai un patient qui, effectivement... le système anti-ptosis, c'est bien. Moi, je sais que j'ai bien. Non. Le système anti-ptosis, ça rend des services. Je vais le dire autrement. Vous pouvez expliquer ? Alors, le système anti-ptosis, c'est sur la lunette, sur la monture de lunette en haut. En fait, vous avez un petit clip qui se met ici et qui va, en fait, aller se positionner dans le pli palpébral. Ah, d'accord. Donc, c'est une espèce de petite patte qui va se positionner dans le pli palpébral. Donc, effectivement, les gens auront... Pour cligner, ça va être compliqué. Il faudra bien hydrater l'œil, mais s'il y a un ptosis bilatéral, c'est vrai que c'est une solution. Mais par contre, on ne peut pas le garder très longtemps, puisque le patient ne peut pas du tout cligner les yeux. Donc, on est obligé de garder les lunettes je sais pas, combien de temps maximum ? Moi, je dirais une quinzaine de minutes, et puis après, voilà, on enlève, on remet. Ça dépend de la... Si vous avez quelqu'un à côté qui met des gouttes, vous pouvez y aller. On peut mettre des bouchons méatiques. Après, on peut essayer, si vous voulez, de faire en sorte que les larmes s'écoulent moins vite. Donc, on peut freiner l'écoulement des larmes en mettant un petit bouchon.